Annoncé d'ici la fin de l'année, 2 débats notamment dans les informés de France Info avec Benoît Fechner, chef des informations à l'Express, Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, Jacques Bornstein, journaliste pour Technicart et Xavier Denamur, restaurateur. Bienvenue à tous les 4. Neymar à Paris, c'est donc bientôt fait, le plus gros transfert de l'histoire du foot. Le PSG devrait verser 222 millions d'euros au Barça, où il était sous contrat, plus 100 millions d'euros de primes, plus un salaire annuel de 30 millions d'euros, selon l'économiste du sport Didier Primo, qui était interviewé sur France Info. C'est l'un des joueurs les plus bankable du moment. Écoutez. Il est plus bankable, comme disent les Anglais, que quelqu'un comme Messi, potentiellement. Il vient d'Amérique du Sud et effectivement, là-bas, il a un impact encore plus grand. Mais il est également, grâce à ses performances avec le Barça, il est également très, très connu en Asie. Sans doute que par sa personnalité, il a encore un peu plus de potentiel que quelqu'un comme Messi. Il a un côté un peu fantasque et qui plaît beaucoup aux jeunes et qui lui donne encore plus de potentiel sur le plan publicitaire en particulier. Alors, bankable, mais ce sont des chiffres astronomiques. Est-ce que c'est du dopage financier, comme le dit le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas? Ouais, alors moi, si vous me donnez la parole, je vais la prendre tout de Allez-y. suite. Alors effectivement, je pense que c'est plutôt du dopage à mort financier, parce que c'est pas en vendant des t-shirts, je veux bien qu'ils en vendent, mais enfin, pour rembourser les 300 millions, il va falloir en vendre un paquet. Donc en fait, cette histoire, c'est quand même, ce qu'il faut se rappeler, c'est le Qatar qui est derrière. Alors le Qatar, il se paye une belle vitrine sur les Champs-Élysées, donc il met le paquet pour exister, parce que en fait, ce pays a un truc d'investissement en Europe. Alors il est propre sur lui quand il est là et quand il investit dans le football, etc. Ça fait super. Mais derrière, il faut savoir que c'est un pays qui fait de l'ingérence dans beaucoup de pays, qui soutient les frères musulmans. Donc il faudrait rappeler que derrière les arrière-cuisines du Qatar, c'est pas si génial. Alors moi j'en profite parce que souvent on parle que football, mais en réalité c'est pas du football, c'est du business. C'est un État qui met de l'argent dans une équipe de foot pour faire une belle vitrine. Moi ça me plaît moyennement. Oui, alors là on parle de politique. Benoît Fechner. On peut quand même se poser la question, est-ce que c'est un pari économique vraiment risqué ? Moi j'ai un doute. Des t-shirts, on en vend beaucoup, on les vend cher. On les vend partout dans le monde. Vous pensez que c'est pas si risqué que ça, c'est ça ? Vous dites 300 millions, en fait, il est probable que ça coûte plus cher que ça. Si on rajoute le salaire chargé du joueur, on approche presque les 500 millions d'euros, si j'ai bien compris. C'est ce qu'annonçait l'équipe il y a quelques jours. Mais même dans ces conditions, sur un contrat de 5 ans, amorti sur 5 ans, c'est pas dit que le PSG parce qu'il n'y a pas que du t-shirt derrière, il y a aussi des droits télé, notamment. Il y a du sponsoring. On peut imaginer que le PSG va demander à ses sponsors de repasser à la caisse, de renégocier les contrats, puisqu'il y a une tête de gondole nettement plus valorisante. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce débat-là, Adrien Quatennens, où vous êtes député de la France Insoumise ? Ça m'inspire du dégoût. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà du mal à m'intéresser au sport pour le regarder. C'est-à-dire que j'en pratique un peu, de manière amateur, mais je ne suis pas un fanat de foot. Mais quand on voit ces montants, ce sont de véritables sorciers du fric. Il faut dire les choses comme telles. C'est une opération à 500 millions, ça représente 362 siècles de SMIC. D'accord ? Et là, on parle de l'opération tout confondu. Mais rien que sur le salaire, j'ai fait le calcul tout à l'heure quand on m'a interrogé sur Neymar. Pour gagner une année de rémunération de ce joueur de foot, c'est-à-dire les 30 millions annoncés, un travailleur au SMIC devra travailler pendant à peu près 2173 années. Bon courage. Je veux dire, il y a une déconnexion totale, en fait, entre les montants qui nous sont annoncés. Vous voyez, là, depuis tout à l'heure, on commente la somme. Ce sont des sommes qu'on ne parvient même pas à transformer en quelque chose de tangible. Et finalement, à grands coups de transfert, mais de scandales financiers de tout ordre, on nous parle de ces sommes. On a l'habitude d'entendre ces chiffres, mais personne ne sait à quoi ça correspond. Nous sommes pour, clairement, je le dis, nous l'avons écrit dans notre programme politique, nous sommes pour la taxation des transferts et des commissions d'agents, de manière à pouvoir notamment réhabiliter le sport au sens noble du terme, c'est-à-dire financer les écoles sportives et les équipements de proximité sportive. Il faut redonner au sport quelque chose d'essentiel. Est-ce que vous aussi vous sentez cette déconnexion, Xavier Denamur, Jacques Bornstein ? Elle est totale. Je veux dire, effectivement, moralement, c'est indéfendable. Pourquoi payer 220 millions d'euros pour un joueur de football qui va avoir une carrière de 5-10 ans en comptant large ? Et pourtant, il y a une réalité économique derrière, qui est que les droits de la première ligue, par exemple, en Angleterre, ont été multipliés par 2 l'année dernière, et que les transferts, par rapport aux transferts d'il y a 2-3 ans, sont 2 fois plus importants. C'est un monde qui est monté à des hauteurs qui n'ont plus
aucun rapport avec ce que connaissent le commun des mortels et qui continue à monter. Est-ce que mettre ça en perspective avec le SMIC, comme le fait Adrien Quatennens, est-ce que ça vous paraît pertinent? Parce que vous mettez ça en perspective avec le SMIC. On parle de personne dans les deux cas, effectivement. Attendez, il y a des millions de SMICards qui aussi sont très heureux de regarder le football à la télévision. Je le fais de manière à ce qu'on puisse se rendre compte de ce que représentent ces sommes qui, de mon point de vue, lorsqu'on les nomme, ne représentent rien. Là, au moins, en disant qu'un salarié devra, pour gagner ce que lui va gagner en une année, travailler plus de 2000 années, on sait de quoi on parle. Et après, juste, je voulais ouvrir, parce qu'on parlera un peu plus tard dans l'émission d'écologie, mais moi, je considère qu'il y a une limite à l'enrichissement, c'est-à-dire que l'enrichissement par principe, sans limite, est immoral. Mais par ailleurs, se pose la question, on en parlera après, on parle d'écologie et d'empreinte écologique. Moi, je veux questionner, que fait-on avec autant d'argent ? Quels sont les besoins humains qui justifient de telles rémunérations? Est-ce que cette personne... C'était amusant d'ailleurs de voir les images tout à l'heure de l'arrivée des joueurs au Barça, c'était le mondial de l'auto. Alors, ils ont un régime alimentaire particulier, mais est-ce qu'ils se nourrissent 2000 fois plus non, mais ils ont 100 personnes à leur service, des maisons géantes. Je ne cherche pas à le justifier, mais ils trouvent visiblement quoi faire de cet argent. C'est pas toujours d'un goût très, très assuré, mais... Non, il est clair, Adrien a raison, il faut lire le livre d'Hervé Kampf qui s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». Mais pour moi, le sujet ici, c'est quand même derrière... ce foot business. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des enjeux colossaux d'un point de vue financier, c'est clair. Mais là, derrière, c'est pas... D'ailleurs, le Qatar avait été rattrapé sur une affaire, parce que je crois que c'était l'agence de tourisme qui avait mis 200 millions, puis finalement, elle a dû retirer 100 millions. Il faudrait voir réellement les coulisses, comme je dis, du business, et de voir si c'est vraiment tout ça, il y a une éthique. Parce qu'encore une fois, je répète, alors moi, j'ai amené un petit livre qui s'appelle L'âme ardent de Yamen Menaï, qui est un auteur tunisien, qui est absolument génial, et dedans, il raconte à un moment, le livre commence où il y a des mecs du Qatar, qu'il appelle d'ailleurs le cafard, et qui sont en train de négocier dans un bateau les transferts. Et que tout ce pays, ce sont que des histoires de pognon, et des histoires de pognon qui ne sont pas très très clean. Et moi, c'est ça qui me gêne surtout. Dans un instant, nous allons vous challenger, Adrien Quatennens. Vous êtes un jeune député, fraîchement arrivé à l'Assemblée nationale. Vos premiers pas à l'Assemblée nationale, votre ressenti. On poursuit les informés dans un instant. 20h11, les informés de France Info avec Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, Benoît Fechner, chef des infos à l'Express, Jacques Bornstein de Technicart et Xavier Denamur, restaurateur. Alors, nous avons à côté de nous, donc, Adrien Quatennens. Vous vous êtes fait remarquer, Adrien Quatennens, très rapidement. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous a étonné autour de cette table, cette rapidité avec laquelle on a découvert des nouveaux visages qui marquent dans le parti de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on a souvent vu Jean-Luc Mélenchon, on a très peu vu d'autres personnes qui s'exprimaient avec brio dans son entourage, et ça a été le cas. Est-ce que ça vous a marqué autour de la table de voir Adrien Quatennens, par exemple? Ils sont 17 et ils ont beaucoup imprimé nos rétines, ça c'est sûr. On en parlait tout à l'heure avant l'émission avec Adrien Quatennens. Vous me disiez, Adrien Quatennens, que vous aviez vous-même été surpris en fait d'avoir marqué les esprits comme ça. Je pense qu'on était tous surpris, en fait, on ne s'attendait pas à ça. Pourquoi vous avez été surpris, Adrien Quatennens? Parce que... Juste, alors, parenthèse, pardon, avant que vous le disiez, vous avez notamment, dans l'hémicycle, étrillé la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et également en commission. C'est des choses qui ont vraiment marqué, qu'on a revues ensuite sur les chaînes de télévision, notamment. Ça tient au fait, je pense, que les médias, au sens large, ont beaucoup focalisé autour de la personne de Jean-Luc Mélenchon, mais en fait... Pendant la campagne, mais même au-delà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de talents, notamment dans la France Insoumise, et de jeunes talents, et vous les découvrez. Là, moi, c'est vrai que quand vous étiez dans l'équipe de campagne? Non. Moi, j'ai coordonné la campagne, j'ai participé à la coordination de la campagne dans le Nord, mais je n'étais pas dans l'équipe de campagne nationale. Je suis relativement proche depuis plusieurs années, mais je n'étais pas de l'équipe de campagne nationale. Mais quand je disais tout à l'heure que j'étais étonné, c'est que tout simplement, moi, quand j'arrive à la tribune pour ma première intervention, j'avais préparé une intervention d'une demi-heure qui visait à faire d'une pierre plusieurs coups. Je suis sorti de la tribune, descendu avec, c'est vrai, le sentiment de la tâche accomplie, mais jamais je n'avais anticipé la fulgurance médiatique qu'il y a eu d'un coup, d'un seul, dans la foulée. Depuis, tout le monde nous invite et s'intéresse à nous. On n'a pas en plus vocation, nous, à nous singulariser, parce que ça a été dit, nous sommes 17, et l'idée c'est plutôt de faire circuler la parole entre nous. Alors là, il s'est avéré que sur ce texte, j'avais croisé le fer déjà en commission, vous l'avez dit, donc c'était quelque chose de naturel de poursuivre dans l'hémicycle. Mais c'est vrai qu'on découvre le fait que non, tout tourne pas autour d'un chef et qu'autour de Jean-Luc Mélenchon, il y a des jeunes et qui est notamment lui plus soucieux aujourd'hui de la transmission, faut le dire,
que d'être le chef qui mène tout au doigt à la baguette. Ça, c'est du fantasme. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 ou 3 mois de législature ? Là, vous partez bientôt en vacances. Un peu moins de 2-3 mois. Ouais. Bon, c'est allé très vite. C'est-à-dire qu'on enchaîne. Moi, pour ma part, c'était 18 mois de campagne ininterrompue entre la présidentielle et la législative. Donc là, on commence un peu à fatiguer, ce qui est normal. Moi, c'est vrai que la présidentielle, je l'ai faite, je faisais mes 35 heures de travail plus 35 heures de militantisme bénévole. Je m'étais rendu disponible en congé sans solde pour la campagne législative. 5 semaines sur le terrain, non-stop du matin au soir. On y va vraiment sans s'économiser. Parce que vous étiez conseiller de clientèle dans le domaine de l'énergie. Sur un plateau téléphonique dans le secteur de l'énergie pour les entreprises. Et c'est vrai qu'on fait ça simplement à la force de conviction. On donne beaucoup. Et on se retrouve propulsé. Et en plus, là, il a fallu non seulement se faire dans un temps record au code de l'Assemblée, à son fonctionnement, mais en plus, le gouvernement a voulu aller très vite sur des textes d'ampleur, notamment sur le code du travail. Donc il a fallu en plus mener une bataille politique de front tout de suite. Jacques Bornstein, Xavier de Namur, Benoît Fechner, qu'est-ce qui vous frappe ? Moi, ce qui me semble, c'est que tout le système parlementaire français et le système médiatique est organisé autour d'une majorité et d'une opposition. Or, quand la République En Marche est arrivée, elle est évidemment la majorité. Qui allait être l'opposition ? On ne savait pas. Et je dirais que la France Insoumise a déguédé la première. La droite ne savait pas s'il fallait qu'elle soit très dure, pas dure, molle. Les socialistes étaient en train d'essayer de se remettre difficilement. Vous êtes arrivés, vous avez pris la parole très fortement, très tôt. Et même si entre les centaines de députés de la République En Marche et les 17 députés de la France Insoumise, on sait que les textes vont passer. Il n'empêche que c'est vous qu'on entend, et c'est ça qu'on a envie d'entendre. Le système est organisé pour qu'il y ait une majorité et une opposition. Vous vous êtes retrouvés à incarner cette opposition, et les autres n'ont pas encore trouvé d'espace entre Macron et vous. Vous avez donné la mur ? Non, mais moi je trouve qu'il y a surtout, c'est que dans la France Insoumise, qu'on soit d'accord ou pas avec leurs idées, c'est qu'il y a des vraies personnalités, des bons orateurs, et qu'ils ne sont pas dans le rang, alors que que ce soit les LR ou que ce soit la République En Marche, ou même les socialistes, c'est pas, on sent pas une liberté de parole, on sent pas une pêche, etc. Là, on voit un peu, là, quand ils sont 17, il y a une espèce de diversité, de couleurs d'ailleurs, etc. Donc on a envie de les écouter, et ils se font entendre. Et c'est ça qui est bien. Et moi, je pensais vraiment, je sais, j'ai failli aller, moi, à l'Assemblée nationale, je suis pas allé parce que j'ai dû divorcer entre-temps, mais l'idée, c'était effectivement d'avoir des gens réfléchis, libres, à l'Assemblée nationale, et c'est ça qui nous manquait, c'est ça qui va venir, qui va peut-être donner, alors pas sur cette législature, parce que pour moi c'est mort, parce qu'ils ont une telle majorité, donc ils vont pouvoir se faire entendre, mais peut-être pour la prochaine fois... Attendez, ça va se fragiliser un peu. Ils ont de l'énergie, mais ils ont aussi une bonne stratégie de communication, c'est aussi la stratégie du happening permanent. Je peux pas croire, moi, que vos punchlines n'aient pas été un minimum travaillé à l'entraînement. Il était quand même assez costaud, ce discours. C'est pas un reproche que je vous fais d'ailleurs, hein, mais ils sont 17, vous l'avez écrit tout seul, le discours ? Bien sûr, mais ça par ailleurs, c'est quelque chose qui moi, a tendance à m'agacer, pour le coup, depuis que je fais des médias. C'est que, comme on nous découvre à ce moment-là, alors que moi, ça fait quand même, malgré mon jeune âge, quelques années que je fais de la politique, on découvre aussi la capacité de certains, tout simplement et tout bêtement, à écrire un discours bien ficelé. Il y a quelques vidéos qui doivent traîner. C'est-à-dire que parce que vous êtes visible maintenant, on se dit, voilà. Il est forcément jeune. Il y a quelques vidéos qui peuvent traîner sur Internet de discours que j'ai menés pendant la campagne. Je veux dire, moi, ça fait un moment que j'écris parce qu'il y a une discipline dans l'action politique et que moi, c'est le crayon à la main. J'écris depuis quelques années, j'organise mes discours. Là, j'avais une demi-heure, il fallait calibrer le Est-ce que vous discours, risquez pas la caricature à force ? Parce que le coup de dire, nous, on vient sans les cravates. L'autre jour, l'un de vos collègues de la France Insoumise, qui était complètement débraillé dans l'Assemblée nationale et qui se faisait huer par les collègues et qui n'en avait absolument rien à faire. Alexis Corbière qui arrive avec son panier de commission à 5 € pour marquer le coup sur la baisse des APL. Est-ce qu'à force, vous risquez pas la caricature ? Écoutez, en tout cas, on utilisera ce type de méthode. Là, vous aviez raison de dire que c'est pensé politiquement. Je dis bien politiquement, parce que c'est pas que de la communication. Pour nous, l'affaire des cravates, je vais revenir rapidement, parce que ça c'est drôle aussi. Quand on est arrivé dans l'hémicycle sans cravate, ça a été le fait politique de la journée. Pour nous, ça s'est réglé en 30 secondes dans un couloir entre deux réunions. C'était pas un sujet en vérité. Ça a été très rapide. Le seul qui portait la cravate régulièrement dans ce groupe, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et nous, on lui a dit, écoute, nous, on s'est fait élire sans cravate. Moi, je la porte quasiment jamais. J'ai pas l'impression de manquer de respect
aux Français, ni même aux gens de l'institution en ne la portant pas. J'ai pas non plus l'impression, en ne la portant pas, d'être en décalage avec les gens que je croise tous les matins quand je prends le métro. Donc voilà, on s'est dit, la cravate, c'est pas un sujet. Mais pour ceux qui... Parce que là, c'est de la radio, on va décrire comment vous êtes habillé. Là, vous avez juste un t-shirt troué, un short. Tout à fait, les piercings partout. Non, vous êtes avec une chemise grise et une veste noire et un pantalon noir. Mais voilà, donc ça, pour nous, c'était pas un sujet. Et une fausse Légion d'honneur. Non, c'est pas une Légion d'honneur. C'est le triangle rouge que portaient les déportés politiques dans les camps de concentration. Et ce qui attire bien l'œil. Alors juste sur l'aspect et le sac de course. Là encore une fois, j'en reviens tout à l'heure. Comme une question, quand on est 17 comme ça dans une assemblée avec une majorité aussi, on va dire écrasante, est-ce qu'on n'est pas quand même condamné à communiquer ? Alors du coup, je fais le lien avec le panier de course. Tout à l'heure, j'ai traduit les rémunérations de Neymar en SMIC pour faire en sorte d'être compris, entendu, de rendre tangibles des choses qui ne le sont pas. Aujourd'hui, il y a des élus de la République En Marche qui avaient dit les 5 euros d'APL, finalement, c'est rien. Et puis si à 18 ans, vous gueulez pour 5 euros, voilà, où allez-vous dans la vie ? On a voulu faire la démonstration physique que 5 euros, bah oui, ça représente un panier de bouffe qui permet peut-être à des jeunes étudiants de manger pendant quelques jours. Donc à un moment donné, bien sûr, et là ça fait le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de dire on est 17 et il y a une majorité écrasante en face de nous, comment on utilise l'Assemblée comme une caisse de résonance aussi vers l'extérieur ? Parce qu'il y a besoin de conscientiser les pays. Il y a un décalage. Sinon, l'idée, c'est pas que nos débats soient cloisonnés dans cet hémicycle. Dans un instant, nous allons revenir sur un autre chiffre, les 300 millions d'euros sur lesquels vont devoir s'asseoir les collectivités locales. C'est dans la suite des infos. Pour l'année 2018, Emmanuel Macron souhaite que les collectivités locales fassent des économies, mais il s'y est engagé. Il ne rabotera pas leurs dotations. La logique budgétaire, c'est de couper les dotations en 2018. Nous ne le ferons pas. Il ne le fera pas. Mais ça, c'est pour 2018. Et pour 2017, eh bien, sans avertir ceux qui l'écoutaient ce jour-là au Sénat, des représentants des collectivités locales, eh bien, le gouvernement a supprimé par décret 300 millions d'euros de dotation aux collectivités locales pour cette fin d'année. Qu'est-ce que c'est, messieurs ? Une trahison ou un pragmatisme économique ? Il n'avait rien dit en fait. Il avait dit pour 2018 et personne ne lui a posé la question pour 2017. Et ça, il en a profité évidemment. Après, ce qu'on voit visiblement, c'est que pour tout ce qui est question d'argent, qui est quand même un petit peu important en politique, c'est quand même plutôt la droite de son gouvernement qui est à la manœuvre. Et c'est Bercy qui dit carrément « Ah ben non, il ne faut pas que les collectivités locales investissent parce qu'après, ça se transforme en frais de fonctionnement ». Effectivement, là, les collectivités locales, elles sont très inquiètes, puisqu'on leur a dit on va vous supprimer la taxe d'habitation, mais rassurez-vous, on va s'occuper de vous. Ils se disent comment on va s'occuper de nous si déjà aujourd'hui c'est le préfet qui dit ça on fait pas. Ça fait 300 millions d'euros, c'est pour réaliser des économies, puisqu'il y a 4,5 milliards à trouver pour boucler le budget. Adrien Quatennens, trahison ? Écoutez, en tout cas, ce gouvernement nous appelle souvent à lui faire confiance. Emmanuel Macron, d'ailleurs, dans son discours devant les sénateurs, il avait parlé de confiance, il avait cité un philosophe d'ailleurs pour en parler. La ministre Pénicaud, c'est pareil, nous appelle à faire le pari de la confiance dans le dialogue social. Bon, nous, ce que nous avons dit hier, c'est que finalement, Emmanuel Macron, c'est un peu le serpent K du livre de la jungle politique. Et confiance, a priori, je suis bienveillant, et puis en réalité, derrière, il y a l'entourloupe. Là, c'est sûr que c'est la douche froide, parce que 300 millions de coupes supplémentaires, avec notamment 46 millions pour la politique de la ville. Donc ça veut dire les associations locales, des services publics en fait qui en bout de course se retrouvent véritablement prêts à craquer. Il y a beaucoup de services publics qui ne tiennent plus que parce que les fonctionnaires s'arrachent au travail pour que ça tienne. Puis il faut voir que les collectivités territoriales, elles ont déjà été bien mises à contribution. Donc on a là la poursuite de politiques d'austérité. Alors même si on considère que les collectivités locales doivent faire des économies, peut-être éviter l'empilement administratif, là on est quand même à 4 mois de la fin de l'année, il faut trouver 300 millions d'euros. Non, mais attendez, c'est extrêmement brutal. Ça c'est intéressant parce qu'on dit il faut trouver. Pourquoi il faut trouver ? Parce qu'on veut respecter les 3% de déficit de l'Union européenne. C'est un espèce de totem autour duquel tout le monde danse finalement. C'est pour ça qu'hier j'ai dit à la tribune qu'ils n'avaient pas d'inventivité, puisqu'en réalité ils sont certes dans le cockpit de l'avion, mais l'avion il est sur pilotage automatique depuis Bruxelles. C'est-à-dire que les 3%, il faut quand même se souvenir que ça a été défini de façon assez arbitraire. Et c'est ce qui dicte toute la politique économique aujourd'hui. Ça veut dire que là on prétend même faire mieux que les 3%, puisqu'on avait évoqué 2,7. On n'est pas très surpris non plus qu'Emmanuel Macron endosse ce paradigme. Ah non, on n'est pas surpris. Ce qui interpelle plus, c'est plutôt la méthode, en fait. Voilà, le 17, donc, il se présente devant les élus, il leur promet qu'on ne touchera pas à leur dotation, et puis le 19 ou le 20... Il passe un décret. On passe un décret, on sucre 300 millions. D'ailleurs, 300 millions, en fait,
je me demande, vous me corrigez si je me trompe, c'est peu de choses finalement au regard des efforts qui vont devoir être faits sur... En proportion, c'est finalement assez peu par rapport au budget de l'État. Oui, et par rapport aux efforts demandés aux collectivités sur les 4 ou 5 années qui viennent. Moi, ce que je voudrais dire, ce qu'on voit aussi dans Emmanuel Macron, c'est un peu, là on peut faire le parallèle, c'est la même méthode avec les militaires, où il a dit qu'il va leur augmenter de 50% le budget, je crois, pour 2022, puis il leur supprime 800 millions d'office en arrivant. La même méthode, mais à l'envers, en fait. Et il y en aura vraisemblablement d'autres dans les semaines qui viennent. Moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que déjà, les collectivités locales, souvent étaient moi, je connais beaucoup de petites villes, etc., qui sont déjà un peu exsangues. Je parlais tout à l'heure avec un élu de Montsarto qui me disait que sur leur budget de 16 millions, sur 2-3 ans, ils ont déjà perdu 2 millions. Donc, il faut qu'ils rabotent un peu partout. Et ce qui va être raboté sur beaucoup de communes, c'est souvent ce qu'ils amènent dans les cantines pour les enfants, etc. Et tout. Donc on va essayer de raboter, gratter un peu du pognon partout parce qu'il n'y a pas d'argent et qu'en plus le seul manne qu'ils avaient, c'était les impôts locaux. On veut aussi, où ils avaient un peu une marge de manœuvre. Ce qu'explique le gouvernement, c'est que ça va s'appliquer sur des investissements qui n'ont pas encore commencé, des projets qui n'ont pas encore commencé. Oui, non, mais ça n'a pas encore commencé, mais n'empêche que les collectivités locales, il faudra bien qu'elles investissent, sinon c'est un service Est-ce qu'il faudrait renoncer à ce fameux 3%, comme le dit Adrien Quatennens, ce fameux 3% de déficit que nous impose Bruxelles. Moi, je mets en parallèle le fait des cadeaux. Moi, je fais partie des riches. Emmanuel Macron, sur l'ISF, il a décidé de retirer l'impôt sur les actifs mobiliers, c'est-à-dire sur les actions. Je trouve ça complètement débile. Autant remonter le seuil sur le logement, sur l'immobilier, donc continuer et de remonter le seuil peut-être à 2 millions pour pas taxer ceux qui ont des appartements pas en logement principal. Par contre, sur les revenus mobiliers, il va se priver de... C'est un autre débat, l'ISF. Non, mais je sais, mais sauf que c'est en parallèle, c'est dans le budget. C'est quand même 3 milliards de manque à gagner. C'est 3 milliards de manque à gagner. Donc après, vous avez le CICE. Mais c'est pas dans le but. Non, mais oui, d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas dans le budget de l'année 2017. Là, on est en train de parler des 4 milliards et demi qu'il faut trouver d'ici la fin de l'année. Et en fait, finalement, tout l'enjeu, c'est de se dire, est-ce qu'il fallait vraiment les trouver, ces 4 milliards et demi? C'est ce que vous dites, Adrien Quatennens. Premièrement, je conteste le fait que ce soit ces 3% qui dictent toutes les politiques économiques. Maintenant, donc il aurait fallu dire cette année, tant pis, c'est fichu. Voilà, vous savez que on dépassait pas des clous d'une manière. Donc pour vous, il aurait fallu dire cette année, bon allez, on passe à autre chose et puis. Moi je trouve que les conséquences politiques de ces 300 millions sont énormes par rapport à une somme minime, parce qu'il va y avoir les sénatoriales en septembre et que évidemment tous ces élus des collectivités locales, ils vont peut-être moins voter pour La République en marche qu'ils ne l'auraient fait si on n'était pas allé leur faire les poches. C'est sûr qu'il y a un coût politique, mais il ne faut pas sous-estimer non plus les conséquences du non-respect du traité de Maastricht. En fait, la France a déjà bénéficié de nombreux reports. Et tant qu'on décide de jouer cette règle-là... il pourrait très bien expliquer. Alors, comme Macron veut gérer un peu la France, des fois on a l'impression comme une entreprise, il pourrait dire qu'il avait provisionné ces 300 millions pour l'année prochaine, et au lieu de faire des cadeaux de plusieurs milliards aux plus aisés, il disait je fais pas ça l'année prochaine, et il explique ça à Bruxelles, et puis ils vont comprendre tout de suite. Je mets de côté le débat sur les 3% et sur Maastricht, parce que ça nous ouvrirait un autre débat qu'on pourrait avoir sur la question de l'Europe et le rapport de force qui a mené, mais quand bien même le gouvernement voudrait boucler son budget, il y a beaucoup d'autres sources d'argent sur lesquelles on ne dit pas mot. Là, on parle de 300 millions, vous voyez, par exemple, de la volonté politique et des moyens pour lutter contre l'évasion fiscale, ça permettrait de dégager 60 à 80 milliards d'euros par an. Oui, en plusieurs années quand même, on va pas... Oui, non, mais voilà, en plusieurs années, mais en tout cas, de l'argent, il y en a. Il faut dire quand même une chose, c'est qu'il y a cette logique, notamment à coup de chantage à la dette, de faire en sorte que tout le monde regarde ses chaussures, de dire il n'y a plus d'argent dans les caisses. En vérité, aujourd'hui, nous sommes un des pays qui produit le plus de richesses, nous sommes le record d'Europe du nombre de millionnaires, les dividendes, tout va très bien. Donc des leviers d'action, il y en a. Et là, c'est toujours les mêmes qui payent. Les collectivités territoriales, à un moment donné, sont vraiment à bout de souffle. Dans quelques minutes, la suite des 20h33, les informés jusqu'à 21h, même au mois d'août. Et à partir d'aujourd'hui, le 2 août, la Terre vit donc à crédit. Nous consommons plus de ressources que ce que la Terre peut assumer. Elle ne peut plus renouveler ce que nous utilisons. En 1971, pour mettre tout cela en perspective, cette date de bascule était bien plus tard, c'était le 21 décembre. Alors pourquoi cette accélération ? Nous avons posé la question sur France Info à Arnaud Gauffier du Fonds mondial pour la nature, WWF, et voici son explication. L'augmentation de la population, la démographie joue un rôle dans l'avancée de cette date, mais c'est avant tout nos modes de consommation et de production. Ça sert à rien de blâmer certains pays d'Afrique où il y a 7-8 enfants par femme, parce que eux ont une empreinte écologique qui est ridicule par rapport à la nôtre. Ceux qui surconsomment et les pays qui sont la principale cause de cette date, ce sont les pays développés. Si tout le monde vivait comme un Américain, il nous faudrait 5 planètes. Alors justement, nous avons fait le test, certains d'entre vous l'ont fait, je crois, autour de cette table. Il existe un site internet sur lequel on peut simuler en quelque sorte notre impact et savoir combien de planètes il faudrait si tout le monde était comme nous. Alors moi j'ai fait le test, il faudrait 3,6 planètes si tout le monde
consommaient de la même manière que moi les ressources de la planète. Qui a fait le test autour de cette table? Jacques Bornstein? Moi, je l'ai fait, c'est pire que vous. J'ai 4,2 planètes. Pourtant, je suis passé ces dernières années de la voiture au vélo. J'ai déménagé dans un appartement à haute qualité environnementale. Je mange 2 fois moins de viande qu'avant. Vous prenez beaucoup l'avion? 2-3 fois par an. Aller-retour. D'accord. Bref, je sais plus quoi faire et en même temps ça m'inquiète. Benoît Fechner, vous avez fait le test aussi. Hein. Oui. Combien pour vous? Je suis dans le même cas. Je suis à 4,2, j'ai honte. Et c'est vraiment la preuve qu'elle marche très très bien cette opération de communication. Voilà, j'ai honte. Je suis à 4,2 planètes et comme vous, je roule à vélo. Vous dites j'ai honte, mais qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu le résultat de ce test? Moi, ça m'a interpellé quand même. À vrai dire, je n'étais pas très surpris. C'est une étude qui est publiée tous les ans, hein, donc on connaît un peu les ficelles. Je savais que j'aurais un mauvais score. Bon, j'ai mis la référence sur mon Twitter de ce test. On le mettra tout à l'heure avec le hashtag les informés. Adrien Quatennens est également avec nous et Xavier Denamur pour les informés. Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Vous aviez peur de culpabiliser? Non, moi, j'ai pas fait, j'ai pas eu le temps, j'étais en service, donc j'ai bossé, donc j'étais un peu occupé. L'une des raisons pour lesquelles on consomme trop, c'est notamment, là je m'adresse à vous particulièrement puisque vous êtes restaurateur, parce que l'on consomme trop de viande et trop de poisson. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors c'est clair. Moi d'ailleurs j'ai une politique dans mes restaurants depuis des années où on propose des alternatives. D'ailleurs à base de aujourd'hui. D'ailleurs on avait des boulettes de pois chiches avec des légumes etc. en plat végétarien. On propose des alternatives végétariennes et on amène les gens à dire on va manger moins de viande, manger moins de poisson, diminuer aussi les doses un peu de viande et de poisson. Je le dis aussi dans les cantines. Vous savez il y a un film qui sortira le 31 janvier 2018 qui s'appelle Zéro Phyto 100% bio de Guillaume Bodin qui parle des cantines etc. Et on s'est aperçu, en diminuant, d'ailleurs d'autres chefs de cantine me l'ont dit, en diminuant par exemple, au lieu de leur donner, quand ils sont petits, 100 grammes, on leur donne 50 grammes de viande, eh ben, on va avoir un impact beaucoup plus faible et les enfants vont très très bien manger quand même. Ils n'ont pas besoin on n'a pas besoin de manger des steaks de 200-300 grammes. On n'a pas besoin d'en manger tous les jours. Donc effectivement, il y a une démarche à avoir. Et par exemple, alors je vais faire un espèce de parallèle entre ce que disait tout à l'heure Adrien sur l'optimisation fiscale, les entreprises qui font à manger, etc. et le pognon qui nous manque dans les caisses pour bien nourrir les enfants et pour peut-être réduire notre empreinte écologique. Vous allez me dire où il va. Par exemple, vous avez McDonald's qui fait des campagnes de pub gigantesques en ce moment en disant regardez, nous on participe à la France, nous on va employer 2000 et quelques salariés, nous on embauche, on fait travailler des trucs français. Ce qu'ils disent pas, c'est que pendant ce temps-là, ils font à manger des steaks, etc. parce qu'il y a du steak partout, qui vient souvent d'ailleurs plutôt d'Irlande que de France, qui fait énormément grossir les gens parce que c'est salé, sucré et gras, donc c'est pas très bon pour la santé, donc ça coûte du pognon pour la collectivité. Et surtout, c'est que McDonald's oublie de dire, à travers tout ça où il a touché les aides, la baisse de la TVA, les employés aidés, le CICE, c'est qu'ils doivent 600 millions à l'État, au fisc français, et que nous, on prend du temps, contrairement aux Américains, du temps pour récupérer ce pognon. C'est un peu éloigné de la problématique écologique. C'est pas du tout, parce que cette écologie, parce que ce truc-là de pas récupérer 600 millions, c'est les 300 millions qu'ont pas les collectivités locales, c'est le manque de pognon qu'on a. L'écologie. Ben c'est écologique, parce qu'on aide une entreprise qui est très mauvaise d'un point de vue écologique pour la santé, parce que quand les gens ils grossissent, ça coûte du pognon de les soigner, c'est pas bon pour l'écologie. Benoît Fechner. En restant sur l'écologie et en mettant de côté McDonald's, il y a un lien forcément. J'ai pas du tout envie de vous contredire. Il reste quand même une chose, c'est que c'est quand même une vraie opération de marketing écologique. C'est très efficace, c'est brillant, le chiffre est frappant. Voilà, on est le 2 août et on a consommé l'intégralité des ressources que la Terre est en capacité de produire chaque année. C'est effrayant, mais si on pousse la logique jusqu'au bout, ces dernières années, la date, elle avance de 2, 3, 4 jours en moyenne. C'est-à-dire que dans 75 ans, le 1er janvier, la Terre aura consommé l'intégralité des ressources qu'elle est en mesure de produire. Il y a un petit problème, en fait. Il y a quand même une construction derrière qui peut se démonter, quoi. Je suis désolé, je ne veux pas casser l'ambiance, mais... moi, je suis pas encore intervenu, mais là, je voudrais intervenir. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce calcul est fait depuis les années 70. Et dans les mêmes termes, et on voit que chaque année, la date avance et que il n'y a pas que la date avance, il y a aussi le caractère exponentiel de la progression. Très concrètement, si on applique cette méthode et si on fait le parallèle avec les dettes publiques qui sont censées nous faire très peur, là on parle de dette écologique, ni plus ni moins. Nous sommes endettés, nous vivons à crédit sur les ressources de la planète. Ça veut dire que là, aujourd'hui, 2 août, on devrait arrêter toute activité pour solder la dette. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez absurde à voir qu'on nous parle sans cesse de dette financière. Moi, je réagis de la manière suivante. Que valent des comptes en bon ordre dans une planète qui n'est plus vivable, finalement? Parce que là, on est vraiment en train de se dire qu'il y a un caractère irréversible à ce que nous faisons.
Nous, par exemple, nous proposons un contre-modèle basé sur la planification écologique, c'est-à-dire organiser l'activité de manière à la fois socialement utile, c'est-à-dire interroger les besoins réels, et ça fait le lien avec tout ce qu'on a évoqué ce soir, et notamment les très hautes rémunérations, et organiser surtout une production qui soit écologiquement soutenable. Eh bien, nous allons débattre de ces propositions dans un instant. C'est promis, on va les prolonger avec vous, Adrien Quatennens, sur France Info. Dans la suite des informés, on poursuit ce débat, la Terre vit à crédit. 20h41, les informés de France Info avec Adrien Quatennens de la France Insoumise, Benoît Fechner à l'Express, Jacques Bornstein pour Technicart et Xavier Denamur, restaurateur. On va prolonger avec vous, Adrien Quatennens, puisque vous étiez en train de nous exposer notamment les propositions de la France Insoumise. Comment réduire notre consommation, notamment qui est en train d'épuiser les ressources de la planète? Mais regardez, c'est un changement de modèle de société que vous proposez? La famille politique à laquelle j'appartiens, disons-le, la gauche traditionnellement, dans les années 70, vous posez la question à Jacques Mélenchon, il défendait à l'époque un modèle qui était un modèle productiviste, parce qu'on considérait que produire allait permettre, pour certains, de s'accaparer l'argent, c'est le modèle plutôt de droite économiquement, et pour le camp que nous représentions, le fait de produire toujours plus allait permettre de mieux répartir. Ce paradigme-là, il a buté sur la question des limites de la planète. Et donc aujourd'hui, on intègre complètement, et ça fait des années qu'on le fait, le paradigme écologique qui consiste à dire que c'est les conditions mêmes de notre vie, c'est-à-dire que nos désaccords politiques, nos désaccords religieux ou tout autre désaccord disparaissent dès lors qu'il n'y a même plus les capacités à vivre sur Terre. Donc il faut pour nous organiser un mode de production, il y a tout à faire. Faire bifurquer un modèle de production. Et j'ai envie de dire aussi que c'est énormément d'emplois, énormément de qualifications. C'est une relance complète de l'activité pour faire bifurquer le modèle de production. Effectivement de créer des emplois en France, de plus s'intéresser à l'environnement. Il n'empêche que le fait de faire ce changement en France ou même au niveau européen ne suffirait pas à inverser les choses sur la planète. Les Américains continueraient de rouler en 4x4, les Chinois de se développer et de vouloir vivre comme nous avons vécu dans les années 70, même si les Chinois commencent à avoir une prise de conscience, et je ne vous parle pas des Indonésiens, des Pakistanais, des Indiens. L'Union européenne changerait complètement de politique et ferait ce que propose Adrien Quatennens. On passerait du 2 août au 7 août, et le pire qui pourrait nous arriver, c'est de sortir de l'été, donc on en parlera un peu moins. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien que nous. Non, il faut que tout le monde le fasse, mais ça va être long, ça va être compliqué. Moi, c'est tout ce que je dis. Non, mais justement, moi, je veux venir sur la question de l'individu, c'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait le calcul pour vous personnellement. Moi, je réfute l'idée d'individualiser cette question. Parce qu'en réalité, il y a tellement à faire que ça ne peut partir que du haut pour aller vers le bas. Je ne pense pas que ce soit uniquement la somme des comportements individuels, parce que vous auriez même le comportement individuel le plus vertueux, vous êtes quand même dans un système qui vous pousse à la consommation, à la malbouffe, comme l'expliquait très bien juste avant moi. Ce qu'expliquait tout à l'heure l'expert climatique de WWF sur France Info, c'est que... Démographie. Voilà, la démographie, mais dans l'interview tout à l'heure, il était en direct cet après-midi ou ce matin sur France Info, il expliquait notamment qu'un grand plan climat de tous les États ne suffisait pas et qu'il fallait aussi une démarche individuelle. Et inversement, une démarche individuelle ne suffit pas, il faut aussi des grands plans climat. Il faut les deux, mais ce qu'il y a de certain aujourd'hui, il faut bien qu'on en prenne conscience. Quand je propose des solutions qui sont les nôtres politiquement en matière d'écologie, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on arrive à un tel point de non-retour que quand bien même nous menerions une telle politique, il s'agirait d'abord et avant tout plus de réparer ce qui a déjà été causé que de faire bifurquer le modèle, parce qu'on arrive véritablement à un point de non-retour. Et c'est pour ça que je vous dis que toutes les autres considérations qui nous occupent tant, finalement, revêtent un caractère absurde, puisque là, on est vraiment sur les conditions mêmes de la vie sur Terre. Et par ailleurs, moi, je pense, vous avez raison, on ne peut pas faire ça uniquement, une politique de ce type-là, uniquement en France. C'est pour ça qu'il faut sans cesse construire des ponts à l'international. Mais la France peut être quand même aux avant-postes d'une politique de bifurcation. Elle en a les moyens techniques. Encore une fois, Fechner, l'Express. C'est très bien que les politiques s'en emparent. Il y a eu la COP21, c'est un sujet qui commence à monter, enfin, j'ai envie de dire. Mais là, on est vraiment sur un outil de sensibilisation qui est fait pour frapper les esprits. C'est ça que je voulais dire. Ce simulateur individuel, du 2 août, vous savez de cette date du 2 août. Oui, voilà, vous le savez comme moi, elle est critiquée, elle est critiquable. C'est vraiment, c'est comme l'horloge de l'apocalypse qui avait été créée après la guerre froide. Mais appliquer ce raisonnement au raisonnement financier, alors, ça veut dire aussi que à ce moment-là, l'opération qu'on nous fait tout le temps sur la dette, c'est aussi une opération de communication. Vous pouvez pas contester des faits scientifiques. L'ONG qui fait ce calcul, c'est pas une boîte de marketing. Non, je suis pas en train d'avoir un débat politique avec vous sur l'écologie. Je suis juste en train de vous dire, je pense que l'outil est intéressant. Je suis pas sûr que faire le test pour soi-même et dire je consomme
il faudrait 4 planètes pour me nourrir si tout le monde vivait comme moi, ce soit vraiment une image pertinente en fait. Xavier Delamure. Oui, non, alors moi c'est vrai que je regardais dans Le Monde, il y avait une très bonne photo qui montrait comment la déforestation, par exemple, de ce qui capte le carbone, ce sont les forêts. Déforestation des forêts primaires amazoniennes pour y planter du soja. Le soja pour nourrir le bétail qui fait souvent justement du bétail que les gens remangent souvent en viande transformée et tout ça. Donc là, c'est là où il y a une démarche individuelle avec les États, donc chacun réduirait sa viande, mais en même temps les États qui pourraient commencer à indiquer obligatoirement si les animaux sont nourris avec des OGM ou pas, pour éviter qu'on importe 25 millions de tonnes par an de soja où les gens détruisent la planète. De l'autre côté, c'est-à-dire qu'est-ce qui capte le carbone, on voit bien qu'entre le Brésil, l'Argentine et nous, il y a bien un rapport, un lien. Mais ça, il faut que l'État, l'Europe, entre autres, décide d'avoir des dispositifs qui permettent de comprendre les choses. Parce que derrière, vous avez des lobbies, vous avez des contrats entre nous, ce qu'on vend des armes, ce qu'on veut, puis vous avez les Américains qui nous revendent via Cargill des grosses boîtes qui font 100 milliards de chiffre d'affaires, ce genre de choses. Donc c'est là, c'est colossal. C'est-à-dire c'est pas simplement de prendre 2 litres d'eau par jour en moins ou plus. Le plus frustrant là-dedans, c'est qu'on sait faire. Les techniques existent. Nous, on a dans notre programme un scénario de 100% renouvelable à horizon 2050. On n'a rien inventé, c'est le scénario négawatt. Les techniques existent. Ce qui manque, c'est la volonté politique et aussi la volonté économique. On a besoin pour ça. Pas volonté politique aujourd'hui pas suffisante parce que le paradigme général, qui est la politique de l'offre, qui consiste à produire tout n'importe quoi, à peu près n'importe comment, du moment qu'on baisse les coûts et qu'on le vend à pas cher et qu'on l'exporte, ça reste le mauvais paradigme de toute façon. Donc, moi, en fait, si vous voulez, on avait un slogan comme ça il y a quelques années où on disait dans capitalisme vert, le problème c'est pas la couleur. Vous voyez, c'est le modèle économique qui est à revoir. Il y a quelque chose, je trouve, quand même, qui est un petit peu décourageant avec cette fameuse date fatidique cette année du 2 août. C'est que je pense que tous autour de la table et beaucoup de ceux qui nous écoutent font des efforts depuis des années pour réduire leur consommation d'eau, réduire leur consommation d'électricité, avec des voitures plus propres, avec le tri des déchets. Les vêtements, on les jette plus, on les recycle. Enfin, et on a l'impression que c'est bien la preuve que ça ne se résume pas à des comportements individuels. C'est bien un modèle économique qu'il faut revoir. Nous, ce que nous proposons, c'est partons des besoins réels et organisons la réponse à ces besoins réels de manière écologiquement soutenable. Il est vrai que, par exemple, le président Macron, lorsqu'il s'adresse aux scientifiques américains, critique beaucoup la politique de Trump sur le réchauffement climatique. Après, quand on voit de quoi il parle dans ses discours en France, de quoi parle le Premier ministre, ça n'a pas l'air d'être la première urgence et la première priorité. Ce matin, effectivement, sur France Inter, il y avait Nicolas Hulot parce qu'on était ce jour-là, mais on ne peut pas dire que ce soit le ministre qu'on entende le plus et que de ce que demande Hulot découle le reste de la politique française. C'est un peu, on se dit, bon, on va être un peu plus vertueux que les autres, ce qui est déjà pas si mal, mais est-ce suffisant ? Oui, alors c'est vrai que parmi les acteurs qui ont un poids colossal sur l'environnement, sur la planète, sur la trace carbone, ce sont les entreprises. Aujourd'hui, moi, je vois dans la politique, que ce soit la politique de la ville, la politique de Macron, c'est pas les entreprises. Les entreprises, quand vous dites. Mais vous en avez une entreprise. Moi, j'ai plusieurs entreprises. Ouais. Et nous, on fait le tri des biodéchets. Bon, ça, je fais 40 tonnes de biodéchets par an. Et heureusement, on les trie, ça nous coûte 20 000 euros. Mais la ville de Paris n'aide pas les restaurateurs, les entreprises à passer à ça. C'est-à-dire qu'on a une loi, donc on voit bien que ça a été mis en place, il y a une loi qui a été faite, mais il n'y a rien qui incite. Vous voyez, par exemple, ces 40 tonnes, ça ne vont pas dans les poubelles de la ville de Paris. Donc, on a toutes sortes de choses dont on sensibilise dans l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprise, il n'y a pas que la mienne, beaucoup d'entreprises sensibilisent et leurs salariés et leurs partenaires. Comment ? Pourquoi on vous aiderait ? C'est votre responsabilité. Parce que c'est pas moi forcément, mais c'est d'aider d'autres petites entreprises à y passer. Donc, il faudrait des aides pour les amener à faire ça, sinon ils ne le font pas. Moi, je voudrais juste dire, soyons optimistes, parce que vous disiez, voilà, ce débat, il a quelque chose de très pessimiste, de très sombre. En réalité, non, c'est enthousiasmant. L'idée qu'on puisse se lever le matin pour un modèle où on serait soucieux de la pérennité de la vie sur Terre, on organiserait les conditions de la production pour faire ça, moi, personnellement, ça me passionnerait beaucoup plus que de se lever le matin pour produire de manière finalement assez irrationnelle, puisque on voit bien le bout. On a le mur, et la trajectoire, va-t-on la changer à temps ou pas ? C'est ça la question qui se pose à l'humanité tout entière, par ailleurs. C'est celui qui vise le mur, notamment écologique, c'est probablement Donald Trump, puisqu'il a décidé de se retirer du plan climat. Donald Trump, justement, d'après lui, les États-Unis se portent de mieux en mieux. Le chaos, tout sauf à la Maison-Blanche. C'est notre prochain débat sur France Info.